C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. De Fanbase. Raphaël Melki, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons parce que vous êtes le dirigeant de Push It Up, l'agence de communication digitale, mais vous êtes aussi celui de The Fanbase. Exactement. Alors ma toute première question, ça va être, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que The Fanbase ? Eh bien, The Fanbase s'inscrit dans l'évolution comme vous l'avez dit, de cette agence de communication qui a été montée il y a 25 ans et qui s'appelle Push It Up, qui est une agence de communication digitale, donc on s'intéresse aux métiers d'Internet. Donc ça a commencé par la conception de sites, puis on a évolué avec le temps, les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Et puis l'avènement de l'influence, où il a fallu qu'on apporte à nos clients une réponse lorsque la communication, le marketing dit d'influence se faisait, se présentait comme un besoin dans des stratégies de communication. Et The Fanbase est né de ce besoin, à savoir proposer, mettre en relation des entreprises avec des influenceurs et influenceuses. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, des influenceurs ? C'est des gens qui font de la pub, qui disent achetez ma lessive, elle est mieux que celle de mon voisin ? Alors ça s'appelait la réclame à une époque. Ensuite, ça s'est appelé le téléachat. Et en fait, ces personnes-là ne sont pas du tout ni dans la réclame ni dans le téléachat. En fait, ce sont des personnes qui ont créé du contenu. C'est pour ça qu'on les appelle de plus en plus des créateurs de contenu et non plus des influenceurs sur des réseaux sociaux, les plus connus étant Instagram, TikTok d'un côté et puis YouTube de l'autre. Je les sépare parce que le contenu est pas tout à fait réalisé de la même manière. Et puis ces personnes ont intéressé des gens. En intéressant des gens, ils ont eu une audience. Et ben comme pour la télé ou la radio que vous connaissez bien, l'audience a un prix, on appelle ça parfois une cible. Et donc ces personnes qui sont des personnes comme vous et moi, qui un jour ont créé un contenu spécifique, soit thématique, soit autour de leur vie du quotidien, qu'on appelle le lifestyle, eh bien ces personnes ont une audience et on s'est aperçu que quand ces personnes parlaient à cette audience, elles pouvaient les inciter, ou les influencer, les inciter à visiter un lieu, aller à une expo, se rendre dans un restaurant ou acheter un produit. Et donc, forcément, les gens qui s'intéressent à la pub, aux mécanismes de communication sur Internet se sont dit, puisque ça fonctionne naturellement, est-ce qu'on peut pas transformer ça en un message un peu publicitaire, mais qui n'est plus naturel, qui est donc financé. Et c'est comme ça que les influenceurs se sont fait connaître. Donc, il s'agit bien quand même d'une forme de publicité. Est-ce que je vais aller jusqu'à dire c'est de la publicité déguisée ou bien pas ? Alors, tout le fait est là, mais ça se passe plutôt bien. Disons qu'elle n'est plus déguisée parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui encadrent tout ça et qui imposent à l'influenceur ou au créateur de contenu qui parle d'un produit en ayant été payé, donc de manière sponsorisée, où il est censé être obligé de le mentionner, et toutes les plateformes sont prévues pour ça. On peut cocher la case, ce contenu est sponsorisé, donc c'est quand même encadré pour ne pas passer pour la publicité déguisée. Après, c'est propre à chacun. Chaque créateur, créatrice de contenu fait en son âme et conscience et décide de présenter le produit ou le service comme s'il était tombé du ciel et qu'il venait de nulle part, ou en annonçant qu'on l'a contacté pour le faire. D'accord. Donc, The Fanbase, quelle est son activité ? Elle rassemble ses créateurs de contenu ou bien elle a plutôt des clients auxquels elle va répondre, aux besoins desquels elle va répondre ? Exactement. On n'est pas une agence au sens où on n'a pas nos propres talents, parce qu'aujourd'hui, il arrive sans cesse de nouveaux talents sur les réseaux sociaux. Nous, notre métier, c'est de travailler plutôt avec des PME, parfois des TPE ou des entreprises encore un peu plus solides que ça, qui ont à un moment donné besoin de l'influence et qui réfléchissent justement à comment ils vont pouvoir parler sur les réseaux. Nous, on écoute ces personnes-là qui sont généralement nos clients et en face, on essaie de trouver les meilleurs ou les plus pertinents influenceurs, influenceuses, créateurs et créatrices de contenu dans une proportion qu'on appelle la nano et la micro-influence, c'est-à-dire des gens qui
qui sont pas avec des millions de followers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, je vais pas vous faire de mathématiques, ça va être très simple. C'est quand vous avez une audience, quel est le pourcentage de cette audience qui vous suit, qui interagit avec vous, soit qui va mettre un commentaire, soit qui va liker, soit qui va repartager votre contenu. Parce que ce qui est intéressant en fait, c'est que quand vous êtes spécialisé quand vous avez une spécialisation quelconque en tant que créateur de contenu, ce qui compte, c'est de voir si les gens à qui vous parlez vous suivent et interagissent avec vous, si justement vous avez cette force, ce pouvoir d'influence. Si vous avez 1 million de followers et que vous avez que 250 personnes qui vous like, votre influence et votre engagement est très faible. Si vous avez que 5000 followers, mais que vous avez 3000 personnes qui interagissent avec votre contenu, ça veut dire que votre message déjà touche la bonne cible et qu'ensuite cette cible, elle est sensible à votre message. Donc, votre taux d'engagement est élevé et ce sont ces personnes-là qui nous intéressent. Évidemment, économiquement, pour être très simple, ça permet à notre client de pouvoir travailler avec des budgets qui sont plus en phase avec ce qu'il peut dépenser dans l'influence. Parce qu'aujourd'hui, pour vous payer Nabila, il faut quand même quelques dizaines de milliers d'euros et encore, je suis généreux. Alors que là, sur la micro et la nano-influence, on est dans des tarifs qui sont beaucoup plus abordables pour des PME. Et ensuite, ça permet aussi de multiplier les campagnes. C'est-à-dire que plutôt que de payer une campagne très chère avec un seul influenceur, on peut en prendre 10, 15, 20 sur 2 ou 3 mois pour renforcer la notoriété des marques et de ces entreprises et renforcer aussi la visibilité de ces marques et de ces entreprises. Alors, ces marques et ces entreprises, est-ce qu'elles estiment elles-mêmes avoir besoin d'une influence ou bien est-ce que c'est vous et via The Fanbase qui les conseillez sur voilà, nous sommes à l'instant T et vous avez besoin d'un influenceur? Les deux. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont conscience que ce canal peut être intéressant pour elles et donc elles vous contactent pour dire voilà, nous on aimerait être sur ce canal, comment on peut faire? Et puis il y a des entreprises qui viennent nous voir en disant voilà, on lance un produit, ou on a un service, ou on lance une expo ou un lieu, on a besoin d'une stratégie de communication et nous on voit si dans la stratégie de communication qui va se constituer autour de plusieurs briques, ça peut être le site internet, des newsletters, des publicités sur Google, etc., on voit si dans cette stratégie l'influence peut avoir une place et si elle a une place, on propose cette stratégie et on la construit pour notre client. Parce que je comprends que j'ouvre un lieu un peu chic et puis je vais faire des concerts. Donc là, j'entends que je puisse avoir besoin d'un influenceur ou d'une influenceuse. En revanche, je vends des diagnostics pour les appartements ou je vends des sacs de ciment. Ça va peut-être être pas tout à fait la même chose. Donc... Mais de la même manière que vous avez très peu de publicité pour les sacs de ciment à une mi-temps de football, c'est-à-dire qu'il y a après une émission ou après The Voice. Ça dépend parce que Altrad, qui est un fabricant d'échafaudage, Altrad, on le voit sur tous les maillots d'équipe de foot. Alors, attention. Je n'ai pas votre compétence en sac de ciment et en échafaudage, mais disons que plus sérieusement, effectivement, ce sont des canaux de communication et il y a des cibles en face. Donc forcément vous me piégez un petit peu gentiment avec le sac de ciment. Pour en venir au DPE, puisque ça que vous parlez, diagnostic immobilier ou autre, par exemple, vous avez des influenceurs qui se sont spécialisés sur le conseil immobilier, vous avez des influenceurs qui se sont spécialisés sur l'investissement et l'investissement immobilier, et ces gens-là sont parfaitement aptes à rappeler dans un de leurs messages que pour bien vendre, que pour bien louer, etc., ils auraient besoin éventuellement de diagnostic. Je ne pensais pas avoir ce sujet avec vous, mais allons-y. Et donc, dans ce cas-là, oui, on peut contacter ce type d'influenceurs ultra ciblés, dits de niche, mais parce qu'ils ont un message parfait pour les gens dont vous venez de parler, et ils ont en face d'eux une audience qui cherche justement ce type de conseils. Donc oui, il est possible de trouver des créateurs de contenu dans des domaines autres que ceux qu'on a dans cette image d'Épinal, qui seraient la mode, la beauté, les sorties et ce genre de choses. Donc, est-ce que The Fanbase a cet éventail et cette largeur d'éventail et peut proposer des influenceurs à la fois dans le domaine de l'événementiel, de la mode et dans le domaine, allez, on va dire... du DPE et du bâtiment. Voilà, pour ne pas dire de l'échafaudage. Alors oui, pour une raison simple, c'est que notre valeur ajoutée n'est pas de posséder ou d'être en contrat d'exclusivité avec des talents. Notre spécificité, c'est de les identifier.
c'est de savoir rapidement et efficacement trouver sur les différents réseaux des personnes qui créent un contenu en phase avec les campagnes qu'on veut mettre en place, les contacter, leur proposer de rentrer dans négociation pour obtenir un deal intéressant et pour eux et pour nos clients, et de travailler avec eux sur des campagnes qui pourraient être soit surprenantes, soit innovantes, soit différentes. Et donc, de pouvoir travailler avec ces influenceurs recrutés pour les campagnes. Et ensuite, on a une manière de garder le lien avec eux, on a une manière de les valoriser, et on a une manière de travailler avec eux qui fait que ce côté fan-base, c'est-à-dire une espèce de base familiale, on arrive à garder justement ce lien privilégié avec eux parce que justement, on ne les traite pas comme des gens du téléachat ou comme des hommes et des femmes sandwich, mais bien comme des gens qui peuvent apporter une valeur ajoutée par la qualité de la création du contenu dont ils font preuve tous les jours sur les réseaux, parce que c'est un travail quotidien pour eux. Alors justement, du coup, ça me fait penser à The Fanbase. Il y a sûrement une signification à ce nom un peu particulier. Alors, c'est un peu ce que je viens de développer. Voilà. C'est la contraction de family ou femme ou famille, enfin pas femme du tout, family ou famille. Et donc voilà, les gens s'attendent à ce qu'on ait une base de données d'influenceurs comme si c'était une marchandise, et en fait pas du tout. On a une base de données de personnes, d'individus, d'hommes et de femmes de tous les âges, avec qui on entretient une relation particulière, parce qu'on s'intéresse à eux, parce qu'on parle avec eux et avec elles, et donc ça nous permet justement d'entretenir un lien privilégié, qui fait que lorsqu'on a une campagne qui se met en place, on a ces personnes avec qui on est habitué à dialoguer ou à travailler, avec qui on peut travailler tout de suite, plus l'équipe en interne qui fait un travail quotidien de recherche de nouveaux profils, que ce soit sur des thématiques qu'on a déjà abordées, ou des nouvelles thématiques, quand des gens des échafaudages ou du ciment avec qui on n'a pas travaillé viennent nous voir et tentent de nous challenger là-dessus. Nous avons des réponses à apporter. Alors Raphaël Melki, vous êtes le dirigeant de The Fanbase et aujourd'hui, dans C'est notre affaire, vous venez nous parler de votre activité en lien bien sûr avec Push It Up, votre agence de communication digitale. Alors parlons maintenant d'abord. Vous allez nous expliquer la musique que l'on vient d'écouter, parce que ça a du sens pour vous. C'est bien sûr que ça a du sens. C'est un morceau de Prince qui s'appelle Clouds. Pourquoi j'ai choisi ce morceau ? D'abord parce que c'est un artiste important, et pour les gens qui viennent au bureau, ils peuvent se rendre compte assez vite de l'importance de cet artiste, à la fois au niveau de l'espace de travail et de ma propre vie, et dans ma propre vie, mais c'est un autre sujet. C'est aussi le générique d'un podcast que j'anime depuis pas mal de temps maintenant, puisqu'on a dépassé les 100 épisodes, on doit être à 103 ou 105 épisodes, qui s'appelle Story d'influence. Donc on continue d'être dans l'influence, et donc qui a été lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Alors, Story d'influence, racontez-nous. C'est un podcast dont vous venez de signer le 105e épisode, ce qui n'est pas rien. Absolument. Ce que j'allais dire, ce qui n'est pas rien. Alors racontez-moi, qu'est-ce que c'est... Surtout sur un rythme hebdomadaire. Oui, ça fait 100 semaines, c'est-à-dire... Voire plus, exactement. 2 ans. Et demi, un peu plus de 3 ans. On va faire un petit calcul comme ça. Ouais. Bon, bref. Que voulez-vous savoir ? Eh bien, je veux savoir ce que c'est que Story d'influence. Eh bien, comme je vous l'ai dit, quand on a lancé le département influence, on était un peu attendu au tournant, parce que si vous travaillez avec des influenceurs, c'est-à-dire que vous êtes dans la tête de certains clients ou de certaines agences, c'est que vous êtes bon pour fabriquer de l'influence. Mais moi, je suis pas créateur de contenu. Je sais les identifier et les mettre en valeur. Donc, je n'allais pas commencer à monter un TikTok ou un Instagram pour parler de cette activité. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'expliquer et de répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est quoi l'influence ? En fait, l'influence, c'est des individus. Et donc, à partir du moment où on est sur une activité qui est représentée par des individus, tous et toutes différents et différentes, forcément, on a des profils avec des motivations, avec des objectifs, avec une relation professionnelle à ce métier qui est très, 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 très différent. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen de présenter ce métier, c'était de les rencontrer. Et donc, Story d'influence est arrivé. C'est un podcast où j'interviewe dans chaque épisode
un ou une créatrice de contenu. Voilà, pendant un temps, c'est des podcasts qui vont de 15-20 minutes à 1h30, selon l'invité que j'ai en face de moi, là où cette personne m'emmène, et nous discutons pendant ce temps autour d'une grille qui est souvent la même au niveau de la trame de base, de manière à ce que les personnes qui nous suivent s'y retrouvent, mais où bien évidemment les digressions sont nombreuses. La trame est simple, c'est à quel moment les réseaux sociaux sont rentrés dans leur vie de manière classique, à quel moment les réseaux sociaux sont passés d'une utilisation lambda à une utilisation professionnelle. Est-ce que cette utilisation professionnelle aujourd'hui représente une manne financière suffisante pour être un métier autonome ou complémentaire de leur métier? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Quelles choses folles ces personnes ont pu vivre par le biais de cette influence qui souvent est tombée par hasard, c'est-à-dire qu'ils avaient un compte qu'ils alimentaient par plaisir et un jour ils ont été contactés par des marques et d'un coup ils se sont dit « Ah mais est-ce que je peux pas rendre ça encore plus professionnel et améliorer mon contenu pour que ce soit encore plus important ?» Et puis il y a toujours un moment où j'aborde avec eux la communauté, parce que quand vous êtes suivi par 5 000, 10 000, 100 000, 200 000 personnes, bah vous avez une communauté. Quelle relation on a quand on est suivi par 200 000 personnes? Qu'est-ce qu'on se dit? Quels sont les messages qu'on reçoit? Est-ce que c'est des gens qu'on rencontre? Est-ce que c'est une masse comme ça, informe, qu'on connaît pas? C'est quoi en fait cette communauté? Vous êtes suivi, vous avez une force d'écoute qui parfois dépasse certaines émissions de télé. Il y a des gens qui ont des millions de followers. Donc c'est quoi la relation qu'on entretient? Est-ce qu'on est reconnu dans la rue comme une vedette? Est-ce que... Bon voilà, tout ça m'intéresse. Et donc dans chaque épisode, ça fait des portraits de ces différentes invités. Ça fait des portraits et soit on écoute le portrait de personnes qu'on connaît parce qu'on les suit, parce qu'on les aime bien, soit on écoute ça comme un podcast classique, c'est-à-dire en écoutant l'épisode chaque semaine, et au bout d'un moment ça permet de se faire une idée globale, c'est-à-dire on découvre que c'est à la fois des profils très différents mais qui ont parfois des histoires communes, soit sur la manière dont ils ont commencé, soit sur la manière dont ils ont été contactés, soit sur la manière dont ils ont rendu ça pécuniairement intéressant pour eux. Vous croyez à la force de conviction du podcast en particulier, du podcast, j'entends bien, Totalement. plus qu'à celle de la vidéo sur YouTube ou quelque chose comme ça. Totalement. Je pense qu'il y a quelque chose avec la voix. Je pense que quand on s'adresse aux gens, on a un rapport qui est différent. On a un rapport qui est plus celui, enfin c'est pas à vous de l'apprendre, de la confidence, parfois de la confession. On est sur on aime dire dans ces métiers du digital que le podcast c'est le retour au temps long. Alors, faut mesurer parce que on nous explique qu'au-delà de 20 minutes, les gens commencent à perdre un peu patience. Néanmoins, c'est toujours mieux que 5 secondes ou 10 secondes de vidéo sur une story. Enfin, c'est un peu plus long, mais sur une story Instagram. Donc, il y a un temps long. On peut se poser. Moi, je reçois des gens qui sont habitués à créer du contenu très rapide. Alors, c'est pas forcément, ils le produisent pas rapidement parce que parfois ça prend plusieurs heures, mais c'est du contenu qui est très rapide, qui est fréquemment mis à jour, donc où un nouveau contenu en chasse un autre, et d'un coup l'expérience, c'est très intéressant de voir l'expérience que ces personnes ont derrière le micro, c'est-à-dire que d'un coup elles se posent et elles se rendent compte qu'elles répondent à des questions qu'elles se sont même jamais posées. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que on voit que d'un coup ces personnes prennent conscience que ça fait 4, 5, 10 ans qu'elles ont un téléphone dans les mains, qu'elles font des photos, qu'elles produisent des choses, que ça a commencé pendant leurs études et que maintenant elles sont dans des postes à responsabilité et que cette chose continue de les accompagner. Voilà, il y a un moment où ces personnes font enfin, on pas forcément entendu, mais il y a quelque chose d'un tout petit peu introspectif où on s'arrête et on se dit waouh, ça fait quand même j'ai quand même commencé à ce moment-là, j'ai commencé pendant le confinement parce que je m'ennuyais et avant ça j'avais jamais pensé à faire un compte Instagram et puis finalement je suis sorti de là et j'étais déjà contacté par des marques. Il y a des success stories qui sont très impressionnantes. Il y a des gens qui ont vraiment quitté leur métier pour ne faire que ça parce que ça devenait chronophage et financièrement intéressant. C'est ça, donc vous avez des gens qui ont finalement, grâce à cette voie, ce nouveau vecteur de communication, ont changé de métier. Tout à fait. Ont abandonné leur ancien métier. Il y a deux profils. Il y a deux principaux profils. Il y a le profil de la personne qui a commencé comme tout le monde, mais qui a fait un contenu. À un moment donné, ça a matché. À un moment donné, le mot qui est souvent employé, ils ont percé. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo, pour une raison qui leur échappe bien souvent, qui a fait 1 million de vues alors que les autres faisaient 500. Et donc, ça a monté le compteur de visibilité. Et donc, ils ont été contactés par des gens. Donc là, c'est
ils utilisent les réseaux sociaux comme tout le monde, avec parfois un regard esthétique, et puis ils sont contactés. Et puis il y en a d'autres, et de plus en plus aujourd'hui, qui voyant que ces personnes réussissent, se disent « je vais monter un compte dans l'optique de devenir un créateur, une créatrice de contenu ou une influenceuse afin de me faire connaître ». Et là-dessus, tout le monde est sur la ligne de départ, tout le monde ne passe pas la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir du talent quand même. Il faut du talent, un minimum de talent, il faut de l'endurance surtout, qui est la chose la plus difficile, notamment sur les personnes qui utilisent activement les réseaux sociaux, où on aimerait que tout arrive rapidement. La plupart des gens qui ont du succès ont quand même pendant 1 an et demi, voire 2 ans, exploité leur réseau social sans aucune collaboration. Ce qu'on appelle collaboration, c'est quand une marque vient vous chercher pour travailler. Donc il y a quand même un travail régulier, récurrent. C'est des gens qui commencent à s'intéresser à l'algorithme d'Instagram ou TikTok en essayant de le comprendre, ce qui n'est pas toujours simple, et qui constatent que la nécessité de poster tous les jours, ou en tout cas très souvent et à un rythme soutenu, est nécessaire. Donc il y a un travail quotidien à amener, et ceux qui se lancent dans le but d'être connus doivent justement monter tout de suite la qualité esthétique, parce qu'aujourd'hui il y a des codes qui sont en place et on ne peut pas être en dessous. Aujourd'hui, si vous vous lancez dans le fooding, c'est-à-dire un compte Instagram consacré à la nourriture, quand on voit ce qui existe, vous ne pouvez pas être en dessous. Donc vous avez besoin de savoir filmer, monter, mettre une voix off dessus, éventuellement sonoriser. Donc ça amène aussi des talents qui vont au-delà des réseaux sociaux. On est vraiment en face de gens qui sont capables de réaliser un petit film, documentaire ou publicitaire, en quelques plans et sur une durée qui va aller de 20 secondes à 1 minute. Donc on a quand même des gens qui ont du talent. Mais ça nécessite du matériel, tout ça, parce que, notamment dans le fooding, si je fais une photographie de quelque chose et puis que ça a l'air complètement avachi, ça a une couleur invraisemblable et ça donne pas envie, donc il faut savoir éclairer, savoir photographier une nature morte, puisque c'est un peu ça, et c'est pas alors tout le monde. Ça se fait au restaurant quand on est servi, donc on n'a pas vraiment le temps de venir avec un éclairage et compagnie. Aujourd'hui, on fait des miracles avec les smartphones, c'est à ça qu'ils servent. C'est pour ça que les gens l'ont dans la main en permanence. Aujourd'hui, le moindre smartphone un peu solide, il filme en 4K, donc vous êtes sur une qualité vidéo qui est hyper impressionnante. Si vous êtes sur un restaurant avec une terrasse, vous avez la lumière du jour. Et ensuite, il y a un très très gros travail de montage, de retouche. Et quand je parle de retouche, c'est pas du trucage, c'est vraiment une retouche colorimétrique au niveau du contraste, de la luminosité. Ce qui est important, c'est que vous savez, quand vous arrivez sur Instagram et que vous avez ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire cet endroit où vous avez toutes les imagettes qui vont vous donner accès soit aux photos, soit aux vidéos, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une cohérence visuelle, il faut que esthétiquement, il y ait quelque chose de satisfaisant et d'agréable qui fait qu'on va avoir envie de suivre une première vidéo et ensuite de suivre la personne qui l'a créée. Et c'est ces mécanismes-là que les gens doivent créer. Il y a plusieurs techniques et la plupart des personnes qui sont dans l'influence aujourd'hui et qui le font bien arrivent à se démarquer comme ça. Donc, les followers écoutent les podcasts, écoutent les stories d'influence. Alors, une fois par semaine. Tout à fait. L'audience, elle est très variée. Dans l'audience, il y a des gens qui s'intéressent à l'influence et qui veulent le comprendre. Il y a des agences concurrentes, il y a des agences de talent aussi. Il y a évidemment la communauté de la personne qui est invitée. Et sur cette communauté des personnes invitées qui écoutent l'épisode de leur influenceuse préférés, eh bien, parfois, ils restent curieux et vont écouter les épisodes suivants, ce qui fait qu'on a une croissance de l'audience. D'accord. Et alors, si moi qui suis un citoyen ordinaire, d'un seul coup, je me dis, tiens, je cherche un restaurant marocain parce que je veux organiser mon anniversaire. Par exemple, story d'influence, ça me sert à quelque chose où il faut déjà que j'ai un influenceur ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 et je vais compléter mon information. La question est intéressante,
effectivement, on peut vous aider. C'est-à-dire que les épisodes sont tous sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music. Chaque épisode est expliqué. Donc généralement, il suffit de regarder dans les épisodes, dans le descriptif de l'épisode, si on est en face d'un influenceur ou d'une influenceuse qui est plutôt sur la mode, le lifestyle. Il y a des gens qui sont spécialisés sur les coffee shops, qui vont vous dire où est-ce qu'on a le meilleur macchiato ou café latte. Il y en a qui sont spécialisés sur des restaurants plutôt street food. Il y en a justement qui ne font pas la street food et qui vont plutôt être sur des restaurants élaborés. Et une fois que vous avez identifié les profils qui vous intéressent, s'ils ont bien fait le boulot à l'intérieur de leur compte, vous avez généralement soit une répartition de l'information qui peut être mise en avant par arrondissement ou par type de gastronomie, etc., etc. D'accord. Et tout ça, finalement, représente l'activité de The Fanbase, dont, je rappelle, Raphaël Melki, vous êtes le dirigeant. Exactement, mais je suis très très bien entouré. Bon. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de C'est notre affaire. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Des métiers et des parcours professionnels. The Fanbase.